Et les gars, ce soir nous nous sommes réveillés avant le lever du soleil, et nous sentons déjà la mer brûlante du Sahara se profiler à peine à l'horizon. Vous êtes allongés sur votre tapis de paille improvisé, vous demandant comment survivre dans un désert qui semble vouloir vous faire frire avant le petit déjeuner. Vous ne survivriez probablement pas à cela sans une bonne crème solaire à base de crottes de crocodile, et oui, c'est aussi attrayant que cela en a l'air. Alors avant de vous installer, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi dans les commentaires, où est votre emplacement actuel et quelle heure est-il là-bas? Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bruit de fond, et embarquons ensemble pour le voyage de ce soir. Vous ouvrez les yeux et la chaleur vous enveloppe comme une serviette humide fraîchement sortie du four. Le sable est encore froid sous vos pieds, mais cela ne dure qu'une seconde avant que vous vous souveniez que le thermomètre indiquerait environ 40 degrés s'il y en avait un à proximité. Le soleil met les Égyptiens en alerte chaque matin depuis qu'ils ont construit les premiers villages le long du Nil, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, l'une des plus anciennes périodes d'urbanisation enregistrées au monde. Il est trop tard pour regretter l'absence de climatisation. Alors que vous essayez de vous étirer, les murs de briques de terre séchées au soleil qui vous entourent semblent respirer la chaleur. Fait amusant, l'argile mélangée à de la paille était moulée en briques et laissée sécher à l'extérieur, et certains débattent encore pour savoir s'ils utilisaient des fours ou s'ils comptaient simplement sur le four naturel du désert. Les historiens débattent encore de la question de savoir si ces briques étaient réellement suffisamment stables pour supporter de hauts planchers, mais pour l'instant, de petits robots en adobe vont faire craquer leurs pattes velues. Vous sentez la soif monter en vous comme un petit pharaon exigeant un tribut. La première source serait un pot en céramique rempli d'eau filtrée, et non le Nil, où les vessies de crocodile et la paille n'arrêtent ni les impuretés ni les microbes. Pensez-vous que c'est difficile? N'oubliez pas, de nos jours, nous nous plaignons lorsque l'eau met 2 secondes à refroidir dans le réfrigérateur. En bougeant lentement, votre corps s'adapte au poids de la chaleur qui vous accompagne à chaque pas. Considérez le fait que le pharaon croyait que Ra, le dieu du soleil, voyageait quotidiennement dans un bateau céleste, apportant de la lumière et, en prime, des coups de soleil gratuits. Vous n'avez pas demandé ce voyage, mais vous y participez gratuitement, sans masque de plongée. Le désert semble respirer avec vous, et chaque grain de sable capte la plus petite parcelle d'ombre que vous puissiez trouver. Même le tronc d'un panier dattier chérite ressemble à une œuvre d'art moderne, vous protégeant de l'ombre pendant quelques secondes. Imaginez que, si vous vouliez du vrai luxe, vous devriez participer à une expédition royale, portant des seaux d'eau pour les nobles. Les historiens continuent en débat pour savoir si ces porteurs étaient des esclaves ou des travailleurs saisonniers, mais personne ne conteste que la routine devait être un enfer. Vous vous souvenez du test de stress que vous avez vu dans un musée, où des scientifiques ont refroidi des momies pour essayer d'extraire des colons anciens du tissu, le même mélange de pragmatisme et de jetons de paille dans l'expérience. C'est une boucle de chaos, vous transpirez comme un gladiateur de feuilleton, tandis que des archéologues ringards refroidissent des momies pour découvrir des pigments. Une blague rapide, si la momie ouvrait les yeux maintenant, elle dirait « J'ai eu trop de soleil dans ma vie ». Vous riez doucement et remarquez à quel point vous avez soif l'instant suivant. C'est la beauté macabre du temps, il vous enhable et vous fait rire de votre propre désespoir. Lorsque le soleil se lève, vous sentez l'air vibrer comme une bande sonore désaccordée. Votre corps a juste besoin d'une gorgée d'eau propre, d'un peu d'ombre et d'un lit avec des draps frais. Mais la journée vient à peine de commencer. Pour être honnête, si vous n'avez pas une carafe en céramique remplie d'eau froide, vous serez malade avant le déjeuner. Les historiens débattent encore pour savoir si les repas égyptiens étaient davantage un rituel social qu'une véritable nécessité, mais soyons réalistes, du pain assis et qu'on ne fait pas vraiment un festin gastronomique. Vous prenez une grande inspiration, ajustez le tissu sur votre tête pour protéger votre cou et continuez. Vous vous souvenez de la crème solaire à base de crottes de crocodile. Il vous en faudra plus pour le reste de l'aventure. Vous vous penchez sur la vessie de crocodile séchée, convaincu que vous venez de découvrir la purification naturelle de l'eau de Yosemite. Il ouvre une petite coupure, laisse couler quelques gouttes du précieux liquide, en un clin d'œil, il avale avec un soupir de soulagement jusqu'à ce qu'il réalise que le soulagement pourrait ne pas durer longtemps. La vessie était utilisée comme filtre primitif dans l'Égypte ancienne, mais surprise des surprises, elle retient le sable et les morceaux d'insectes morts, pas les méchants microscopiques qui comptent vraiment. Les virus, les bactéries et les protozoaires se cachent comme des espions secrets, prêts à attaquer votre système digestif sans pitié. On y retrouve un goût acide et légèrement rance, une touche gourmande que seul Nilo Gourmet pouvait offrir. Au fond, cela fait l'écho à ce vieux conseil d'utiliser de la bouse de crocodile comme crème solaire, mais soyons réalistes, boire de l'eau contaminée est un tout autre niveau d'expérience extrême. Votre estomac gronde comme des tambours de procession. L'attente d'étancher sa soif devient une course contre la montre pour éviter de devenir simplement un autre témoignage archéologique ambulant.
Fait historique, les Égyptiens savaient que l'eau du Nil devenait plus claire après les crues annuelles, et ils créaient des réservoirs en pierre pour décompter la boue avant de la boire. Vous êtes cependant à un pas de sauter cette étape et d'accepter que le liquide vous ronge lentement de l'intérieur. Fait amusant, les archéologues ont trouvé des bols cérémoniels avec des incrustations d'algues vertes, un type de décoration naturelle qu'ils ne nettoyaient pas toujours avant utilisation. Le sentiment de trahison commence par un léger inconfort dans l'estomac. Vous souvenez-vous de la chaleur torride qui faisait que même la crème solaire à base de crottes de crocodile semblait être une solution luxueuse? Désormais, chaque gorgée pèse plus que de porter un seau d'eau noble. Alors que vous hésitez entre boire et mourir de soif, le désespoir se répand comme de l'encre dans une eau trouble. Vos sens sont en alerte, le goût métallique vous transporte dans une conférence sur les maladies d'origine hydrique, où les médecins manient des scalpels pour tenter de découvrir où se trouvent les parasites. Certains historiens débattent encore de la question de savoir si les épidémies ont affaibli des armées entières avant des batailles décisives, mais personne ne conteste que boire directement l'eau du Nil était une invitation à un hôpital de campagne kafkaïen. Le soleil, qui ne pardonne pas, se reflète dans l'eau miroitante et joue avec vos mœurs. Vous vous retrouvez adossé à un bloc d'adobe, rappelant les murs presque vivants de la section précédente. On a l'impression que chaque brique vous juge, vas-tu vraiment risquer ta vie pour quelques verres? Mais la chaleur ne laisse aucun répit et la soif devient un murmure étouffant dans votre crâne. Vous décidez d'essayer une astuce et de faire bouillir de l'eau sur des charbons de fortune, comme une cafetière médiévale. Le processus exige de la patience, que vous n'avez pas. De plus, il reste des contaminants chimiques et des résidus d'argile que même le feu ne peut dompter. C'est là que l'étincelle de l'humour noir éclate. Si vous mourrez empoisonné, au moins vous deviendrez une matière première pour les futurs étudiants en histoire à l'université. Alors qu'il fait des blagues peu drôles sur le fait de faire partie d'une future fouille, son corps proteste avec des crampes inquiétantes. Vous savez que l'hiatrogénèse n'était pas vraiment une priorité pour les médecins égyptiens, même s'ils utilisaient du cathéter rudimentaire et des herbes mystérieuses. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les sorciers et les médecins civils travaillaient ensemble ou vivaient sur un pied de guerre, mais ceux qui ont un instinct de tueur dans l'estomac sont ces protozoaires sauvages. Vous rassemblez votre courage et prenez une autre gorgée, comme un défi personnel à votre endurance. Le liquide coule dans votre gorge et vous affaissez immédiatement vos épaules, attendant ce soulagement miraculeux. Mais le soulagement prend du temps à venir, et la seule certitude est que chaque seconde sans eau potable compte comme un round dans un match de boxe à main nue. Soudain, une ombre apparaît, un panier dattier, secoué par la chaleur, projette un bref soulagement sous la forme d'une demi-douzaine de feuilles. Vous vous agenouillez pour boire dans un petit pot laissé là par un fermier local, et vous sentez la différence, une eau fraîche et cristalline, avec l'odeur du salpêtre, mais sans la touche, invasion intestinale. Rapidement, vous ingérez autant que vous pouvez, en remerciant mentalement le fermier anonyme. Mais la leçon demeure, survivre dans l'Égypte ancienne va bien au-delà d'un filtre de fortune. Il faut des réserves de poterie, des connaissances en décantation et une patience quasi monastique pour faire bouillir de l'eau sans l'aide des pompiers. Et honnêtement, si vous vous plaignez d'attendre 12 secondes pour que l'eau refroidisse dans le réfrigérateur maintenant, imaginez vous plaindre d'attendre des heures pour avoir quelque chose de buvable. La vie moderne n'a jamais semblé aussi luxueuse. Une dernière blague, la seule bactérie que vous aimeriez rencontrer aujourd'hui est celle qui vous fera sourire lorsque vous prendrez enfin la dernière gorgée d'une gourde propre. Et oui, la crème solaire à base de crottes de crocodile est toujours facultative, mais boire de l'eau est obligatoire. Vous vous frayez un chemin à travers l'intérieur du désert, sentant le sable brûlant sous vos pieds, et vous ressentez bientôt une gêne sourde dans votre abdomen, une crampe sourde, comme si de petits locataires avaient décidé de camper sans invitation. Les vers intestinaux étaient un fléau courant dans l'Égypte ancienne. On estime que jusqu'à 90% de la population a souffert de ces parasites à un moment donné de sa vie. Vous n'auriez bien sûr jamais imaginé recevoir des visiteurs aussi persistants sans payer de loyer, mais vous voilà, transportant une armée de vers dans votre système digestif. En marchant, vous ressentez un étrange frisson chaque fois que la brise transporte l'odeur de crottes séchées ou vous vous souvenez de la crème solaire à base de crottes de crocodile. Eh bien, cet arôme qui vante maintenant est le même qui a aidé à sceller le nombril des ballons utilisés pour transporter l'eau, mais il n'a sauvé personne des vers sournois. La texture légèrement terreuse de l'air semble se moquer de vous tandis que votre estomac fait des bruits de guerre civile. Vous trouvez une oasis de fortune, un bassin peu profond près des paniers dattiers, où des paysans distraits lavent leurs outils. Boire l'eau de ce lac à ciel ouvert serait une invitation certaine pour ces hôtes indésirables. Vous souvenez-vous de cette ombre douillette qui vous protégeait de la soif? Parce que cela ne vous protège pas des œufs de parasites. Les prêtres et les médecins égyptiens recommandaient de voler avec du pavot et de la myrrhe pour chasser le mal, mais personne ne garantit que vous survivrez à cette recette, ni à une recette de gâteau ni à une recette de médicaments.
les historiens débattent encore pour savoir si les Égyptiens menaient des campagnes de purification intestinale à grande échelle en utilisant des lavements à l'eau chaude et des huiles aromatiques, ou s'ils laissaient la population gérer elle-même les coliques. Le fait est que les documents médicaux sur papyrus décrivent des procédures détaillées pour éjecter les vers, comme s'ils étaient des obstacles à pousser hors d'une rivière étroite. Imaginer une décharge de parasites dans la chaleur du jour est une invitation à l'appareil, simultanément, à l'humour noir, vous, le protagoniste d'un documentaire ASMR choquant. Vous essayez de distraire votre esprit en pensant aux cocoricots et aux doux chants des prêtres, mais la douleur se resserre et insiste pour vous rappeler la réalité. Votre corps tremble à chaque fois qu'un ver se tord à l'intérieur, vous rappelant que sans antibiotiques ni précision chirurgicale, la seule solution était un inconfort extrême jusqu'à ce que le parasite décide de partir. Fait curieux, les excréments de crocodile séchés, broyés et mélangés à une boisson amère, étaient censés expulser les vers, un cocktail digne de l'endurance d'un moine, mais capable de booster votre désespoir. Chaque pas ressemble à un test d'endurance contre un ennemi invisible, comme si vous étiez un gladiateur dans une arène microscopique. Les archers du pharaon combattaient avec des ennemis en vue. Vous combattez un adversaire qui vit en vous, sans épée, sans bouclier et juste du courage rudimentaire et un chiffon humide sur le visage pour réduire la transpiration. Vous avalez un soupir et riez nerveusement en pensant, au moins, je n'aurai pas d'AVC à cause de la chaleur. Alors que le soleil se lève à son zénith, votre vision danse dans des teintes d'or et de rouille. Le paysage semble palpiter, rappelant les motifs géométriques d'une robe de cérémonie royale. Vous sentez le vent effleurer votre peau, mais rien ne soulage les crampes tenaces. Un soldat traversant des chutes d'eau aurait plus de chances de s'en sortir vivant. Il ne vous reste que du courage et une bouteille d'eau à moitié propre qui vous a quand même permis de boire quelques gorgées avant de guider l'invasion intestinale. Vous trébuchez sur un affleurement au chaud et vous vous préparez en prenant une profonde inspiration. Il envisage d'utiliser du sable chaud pour exfolier sa peau comme une distraction ou ironiquement un soin de spa de l'époque mais rejette l'idée lorsque la douleur fait se tordre son intestin comme une poulade de laine. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les traitements par cataplasme d'argile étaient plus efficaces que les recettes magiques, mais c'est vous qui ressentez la pression, essayant de survivre à une opération de fortune qui dure des semaines. Pour couronner le tout, un léger vertige apparaît qui fait danser les paniers dattiers comme s'ils étaient des gardiens moqueurs. Vous serrez le tissu autour de votre tête pour contenir la sueur et marmonner une blague boiteuse, si je survis, je commanderai un bar glacé et une pizza au moins dans ce monde, un tapis de verre ne pousse pas dans votre estomac. Les rires résonnent timidement, dissolvant une partie de la tension. Finalement, vous atteignez une sommière de terre, juste un toit de chaume soutenu par des poteaux tordus. À l'intérieur, un guérisseur local propose une tisane de camomille et de cumin, un mélange simple censé apaiser les intestins et induire une expulsion progressive des parasites. Vous vous asseyez, tenant le verre rustique, le goût est amer, mais il apporte un soulagement subtil, comme une brise en fin d'après-midi. À mesure que le thé fait effet, la douleur s'atténue et une douce placidité vous enveloppe. Vous vous souvenez de chaque détail de l'épreuve jusqu'à présent, le soleil, la soif, la crotte de crocodile et la vessie qui n'a pas filtré les virus. Ajoutez maintenant des contes voraces et du thé miracle à votre répertoire. Ce rituel vous reconnecte à une ancienne tradition de ceux qui ont appris à la dire. Une dernière blague pour conclure, si ce thé ne fonctionne pas, vous pouvez ordonner à toute une armée de fourmis de faire un nettoyage interne. Après tout, elles adorent un festin de viande avariée. Vous souriez à cette idée absurde et réalisez que, malgré tout, vous avez survécu à une autre épreuve. Le soleil est déjà haut, mais vous vous en souvenez à peine lorsque vous mordez dans un morceau de pain de blé dur que vous transportez dans votre sac à dos de fortune. Chaque bouchée ressemble à celle d'un morceau de planche ancienne à mâcher, grinçant comme la porte d'un tombeau oublié. Vos dents protestent avec de petits bruits secs, n'oubliez pas de vous brosser les dents après, tandis que votre langue s'adapte au goût acide qui persiste, presque comme si vous laissiez un rocher moussu. Vous saviez déjà que le pain était la base du régime alimentaire égyptien depuis plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, mais rien ne vous avait préparé à cette texture d'éponge pétrifiée. Ils utilisaient du blé d'épeautre et du blé sauvage, broyant le grain dans des moulins à pierre le matin et le rôtissant sur des pierres chaudes qui retenaient la chaleur toute la journée. Le résultat ? Un pain dense, plein de miettes dures qui exigent votre mâchoire de gladiateur. En mâchant, vous sentez de minuscules flocons de son gratté au palais, presque comme un gommage buccal naturel. Fait amusant, certaines pièces ont même été moulées en forme d'animaux canards, poissons, voire petits scarabées, comme s'il s'agissait d'un cadeau artistique pour rendre la collation moins traumatisante. Mais soyons honnêtes, les sculptures comestibles ne vous donnent pas envie de vous arracher les dents juste pour arrêter d'entendre ce bruit de grincement. Vous avalez finalement le morceau, sentant les miettes se loger dans votre gorge. La digestion commence à travailler 2 fois plus vite, libérant de l'air interne qui gronde comme des tambours résonnant dans les chambres d'une pyramide. Sans le viande moderne,
Le pas s'avérait souvent légèrement acide, le stimulus parfait pour que votre estomac fasse un tombeau brutal. Si vous vous plaignez que la boulangerie met trop de temps à cuire aujourd'hui, imaginez attendre des heures pour que ce four extérieur atteigne la température idéale. Il y a tout un rituel impliqué, les ménagères mesuraient la densité de la pâte avec de simples touches et regards, et croyaient que le temps de fermentation pouvait influencer l'âme du pain, un aspect aussi mystérieux que l'effet placebo de l'écoute de la ASMR de la pluie en arrière-plan. Les historiens débattent encore pour savoir si la levure utilisée était naturelle, provenant de raisins écrasés, ou s'ils cultivaient déjà un type de levure biologique dans des récipients secrets. Son estomac grogne à nouveau, lui rappelant que malgré sa texture presque semblable à du gravier, ce pain était son carburant. Il fournissait environ 70% des calories quotidiennes d'un travailleur. Sans lui, vous n'auriez tout simplement pas l'énergie nécessaire pour transporter des blocs de pierre jusqu'à la pyramide. Mais il y a des inconvénients, la mauvaise composition des nutriments essentiels conduit à des carences en vitamines, et vous pourriez vous retrouver avec une anémie si vous ne viviez que de pain, quelque chose que le médecin moderne n'approuvera jamais. Vous vous souvenez que des archéologues ont retrouvé des restes de galets molaires coincés dans des maisons anciennes, preuve que de nombreux habitants se cassaient littéralement les dents en mâchant du pain cru. Vous connaissez ce petit bruit dans votre bouche en ce moment? Cela pourrait être votre propre temple de la renommée dentaire. Et oui, la seule anesthésie était un pot de vin clair pour calmer les nerfs, quelque chose qui, utilisé après s'être cassé une dent, ne fait qu'accroître la confusion entre douleur et gueule de bois. En mâchant la bouchée suivante, vous remarquez des miettes qui en sortent comme du pop-corn invisible. L'un d'eux tombe sur votre mouchoir en coton, créant une petite montagne de son que vous observez tel un géologue enthousiaste. Petite blague, si vous aviez été géologue à l'époque, vous auriez appelé cela « monticule de sédiments pharaoniques ». Vous riez doucement, mais vous réalisez bientôt que la prochaine bouchée mettra encore plus votre patience à rude épreuve. La texture granuleuse se ferait un chemin à travers vos gencives, rappelant le sable fin sur lequel vous avez l'habitude de marcher. C'est presque relaxant, un ASMR brut qui gratte les dents mais pas au point de vous rendre nerveux. Vous fait oublier la résistance dont votre système digestif a besoin pour extraire chaque grain d'énergie de ce bloc de farine durcie. Vous avalez une autre bouchée, la gorge irritée, et pensez à la façon dont, aujourd'hui, nous nous plaignons des pains multigrats qui prennent 3 minutes au four. Ici, le pain est une armure alimentaire qui vous maintient en vie, mais nécessite un contrat avec la maladie dentaire. Les historiens débattent encore de la question de savoir si la qualité du pain variait considérablement selon les classes sociales ou si même le pharaon partageait les mêmes miettes dures avec les ouvriers. Alors que ces mâchoires se détendent pendant une seconde, avant léger transporte l'odeur de l'orge en fermentation les restes de bière maison, consommés en remplacement de l'eau en période de pénurie. Une blague interne, lors de la fête d'anniversaire de ce pharaon, la seule vodka était faite à partir d'orge claire. Vous souriez et réalisez que si vous surviviez uniquement avec du pain et de l'orge, vous gagneriez une endurance légendaire, mais honnêtement, un brunch moderne avec vos propres croissants serait le paradis. Finalement, vous avalez le dernier fragment, sentant la farine fraîche mêlée à une sueur épaisse. Le pain vous a peut-être apporté suffisamment de calories pour vous permettre de continuer, mais il a laissé vos gencives implorer la pitié. Votre corps répète l'expérience sensorielle, la sécheresse dans votre bouche, la pression sur vos molaires et le petit nuage de miettes qui s'élève dans l'air. Une dernière blague pour conclure, si le pain était si dur, c'est peut-être pour cela que les Égyptiens ont inventé la légende du Sphinx, 15 mastications plus tard, personne ne verrait plus rien sans une pause. Vous riez légèrement, essuyez votre visage en sueur et rangez le sac presque vide. Vous vous levez du sol chaud comme si vous veniez de vous réveiller dans un four industriel et vous vous dirigez vers l'imposant mur de pierre qui se trouve devant vous. La pyramide de Khéops se dresse au-dessus de vous, chaque bloc de la taille d'une voiture étant prêt à écraser quiconque ose trébucher. Vous ressentez le poids des yeux de l'Empire tout entier et le poids littéral des pierres que vous devrez soulever si vous voulez survivre à la journée. La construction des pyramides n'a pas été une promenade de santé. Des ouvriers libres et peut-être esclaves transportaient des blocs de calcaire pesant jusqu'à 2 tonnes sur de longues rampes inclinées. Vous adoptez la posture de quelqu'un qui va soulever un de ces blocs et vous sentez les fibres de vos muscles protester immédiatement, comme pour dire « nous avons déjà atteint notre limite avant même d'avoir commencé ». Chaque pas que vous faites provoque un craquement intérieur, votre estomac se souvient du pain assis et votre peau rampe à cause de la sueur qui coule dans votre dos, la sensation parfaite pour un sacrifice à distance ASMR. Histoire courante, les archives archéologiques suggèrent qu'environ 100 000 ouvriers se sont relayés pour ériger la grande pyramide pendant une vingtaine d'années, en utilisant des rampes en terre et des rouleaux en bois comme levier. Curiosité des coulisses, la couleur de la pyramide d'origine était une couverture lisse de calcaire blanc poli, reflétant la lumière du soleil comme un phare, jusqu'à ce que le pillage et les intempéries la transforment en un géant rugueux et jauni. Vous saisissez la poignée de fortune en fibre de palmier, sentant vos doigts glisser sur la surface rugueuse.
La chaleur des cordes réchauffe immédiatement votre peau, et vous pouvez déjà imaginer les callosités qui apparaîtront. En se relevant, il remarque que ses jambes tremblent et que son torse se plie instinctivement pour maintenir son centre de gravité à un instant vital, mais totalement insuffisant face à une tire vivante. Alors que vous soulevez le bloc de quelques centimètres, votre corps émet un gémissement étouffé, résonnant comme un murmure de tonnerre. C'est à ce moment-là que surgit la première blague: si porter des pierres était un sport olympique, vous seriez médaillé de bronze au tombe. La sueur coule sur son visage, sur son front, sur sa mâchoire et s'égoutte sur le sable. Le goût métallique de l'effort reste avec vous comme un rappel que vous ne vous êtes jamais entraîné à porter plus que des sacs de riz. Les historiens débattent encore pour savoir si ces travailleurs étaient des esclaves ou des paysans payés en rations de bière et de blé. Certains affirment que les preuves de logement confortable et d'enterrements honorables indiquent un travail gratuit, d'autres font référence à d'anciens documents littéraires qui mentionnent l'imposition du travail forcé lors des crues du Nil. Quelle que soit la vérité, la routine a dû être aussi épuisante qu'un triathlon sans farde et vous n'êtes contraint de vous échauffer. Lorsque vous faites glisser le bloc sur la rampe en pierre polie, chaque mouvement provoque l'accumulation de sable à vos pieds. Tous les 30 cm, vous vous arrêtez pour soulager le bas du dos, en prenant une grande inspiration et en sentant votre poitrine se gonfler comme une montgolfière. La texture froide des murs contraste avec la chaleur de votre corps, créant une sensation de choc thermique qui vous fait frissonner. Pensez-vous aux récompenses promises, peut-être un petit tonneau de bière ou une miche de pain supplémentaire? La blague amère murmure dans votre esprit: l'affaire du jour, transporter une tonne, obtenir une miette. Le vent léger qui souffle à travers les rochers apporte un soulagement momentané, mais il vous fait seulement réaliser à quel point le sol est escarpé, presque une invitation à glisser et à ramener le bloc au début, déclenchant votre propre déjà-vu d'effort futile. Un surveillant égyptien, vêtu de la faim et portant un fouet flexible, observe leur performance. Vous sentez le regard marteler votre peau plus que le soleil d'Onidi. La possibilité d'une correction rapide est mêlée au récit: ne pas faire les 100 pas pourrait signifier un cœur de douleur sur la place publique. Fait curieux, les fouets cérémoniels en cuir fin étaient parfois décorés de pierres semi-précieuses, symbolisant le pouvoir du souverain sur le corps et le travail des autres. Les discussions d'académiques tournent encore autour de la logistique de ces équipes, si elles travaillaient dans des corvées organisées par les villages ou dans des corporations spécialisées qui tournaient tous les mois. Chaque théorie suscite en vous une étincelle de curiosité, mais elle n'allège pas le poids qui pèse sur vos épaules, vous faisant vous demander à quoi cela ressemblerait-il de porter non seulement la pierre, mais aussi la responsabilité de soutenir votre compte. Au fur et à mesure que la journée avance, le soleil se couche plus près du zénith et chaque centimètre levé devient une réussite personnelle. Vous imaginez la scène, des centaines d'ouvriers alignés sur la rampe, des gémissements et des rires nerveux mêlés à un seul accord de survie. La sueur commence à couler sur ses yeux et, pendant un instant, tout prend une teinte dorée presque poétique. Vous souriez et pensez: si je survis à cela, je mérite une croisière sur le Nil avec climatisation intégrée. Au point culminant de l'effort, lorsque le bloc glisse enfin dans une position presque stable, vous sentez tout votre corps vibrer d'une poussée d'adrénaline retardée. L'impact sur la colonie provoque un écho qui se propage à travers le désert, comme si les pyramides elles-mêmes reconnaissaient leur sacrifice. Vous laissez tomber la corde, sentez le tissu frotter contre le sol chaud, et laissez échapper un soupir profondément dramatique, digne d'un feuilleton, mais qui sert à soulager la tension. Avant de s'éloigner, il jette un dernier regard au mur solide et murmure: cela valait la peine? Peut-être pour ceux qui n'ont pas eu ma chronique. Une dernière blague pour conclure: si c'était redevenu une émission de télé-réalité moderne, elle serait annulée dès le premier épisode en raison de souffrances excessives. Vous vous détournez, les jambes tremblantes, et marchez à la recherche d'ombre, prêt à affronter la prochaine épreuve, mais avec la certitude que, dans n'importe quelle salle de sport moderne, vous seriez un VIP du spinning. Vous récupérez sous l'ombre craquelée d'un mortier de pierre, mais la tranquillité est brève. Au loin, vous entendez le claquement d'un fouet résonner contre les murs en adobe. Avez-vous mal compris le rythme de travail? Vous n'avez pas réussi à livrer un bloc dans le temps imparti? Préparez-vous à la flagellation royale. De petites erreurs à un faux saut, une marque hors du terrain, un sourire inapproprié pouvait coûter jusqu'à 100 coups de canne flexible. Les historiens estiment que des punitions publiques de ce type existaient environ 2500 ans avant Jésus-Christ, comme forme de contrôle social et de démonstration du pouvoir impérial. Le surveillant en hablant s'avance vers lui, fouet à la main. Vous sentez le poids du tissu fin sur votre peau brûlée par le soleil et, dans un instant froid, vous imaginez les marques qui vont bientôt apparaître. Fait amusant, certains bâtons de cyprès étaient trempés dans de l'huile de ricin pour provoquer une douleur prolongée sans provoquer de saignement excessif, facilitant ainsi le recyclage des travailleurs blessés et l'inefficacité macabre digne d'une émission de télé-réalité d'horreur. Alors que vous vous tenez contre le mur de briques, vous vous souvenez que, selon les inscriptions sur papyrus conservés dans le temple de Karnak,
même les membres de l'élite pouvaient être battus à coups de gourdin pour avoir violé les protocoles de la prêtrise. Les historiens débattent encore de la question de savoir si le pharaon Dogé a reçu le même châtiment corporel qu'un paysan ordinaire ou s'il existait une hiérarchie des châtiments. Le débat reste ouvert parmi les égyptologues de renom. Le fouet lui tombe dans le dos, le son sec fait vibrer sa poitrine comme un tambour de procession. La douleur éclate en une vague aiguë, lui arrachant un long soupir. Vous serrez les dents et comptez silencieusement les lames de cuir qui effleurent votre peau, essayant de garder votre sang-froid. Une blague sarcastique me vient à l'esprit, au moins, il n'y a aucun commentaire sur la vidéo se plaignant des frais de livraison. Votre corps se cambre sous l'impact, mais votre esprit refuse de céder. De courtes respirations accompagnent chaque coup. Vous souvenez-vous d'une découverte archéologique, des plaques de bronze retrouvées à Thèbes avec des gravures détaillant des exécutions et des flagellations, suggérant que cette violence était aussi un élément de l'iconographie du pouvoir. Cela donne à la scène une atmosphère presque cinématographique, vous êtes l'acteur principal d'un drame sanglant. Après le dernier coup, le superviseur s'éloigne. Vous sentez la chaleur rayonner de votre dos marqué, comme si vos épaules étaient enlacées par des drapes invisibles. Mais la journée n'est pas terminée, la punition continue. En plus de la flagellation, les délits graves pouvaient conduire à l'emprisonnement dans des chambres souterraines, où l'obscurité et la chaleur humide se combinaient pour briser l'esprit. Curiosité marginale, les prisonniers accusés de délits, plus graves, étaient gardés dans des grottes de sel qui déshydrataient le corps jusqu'à un état de faiblesse extrême à un palais de torture naturel situé près du désert occidental. Les os de ceux qui n'ont pas résisté ont été laissés comme un avertissement aux futurs transgresseurs. Vous vous relevez en titubant, le goût du fer dans la bouche, non seulement à cause du sang que vous avez contenu, mais à cause de la peur qui colore désormais chaque respiration. Les historiens se demandent encore s'il existait une forme d'appel dans le système juridique de l'Égypte ancienne ou si la parole du surveillant était une loi incontestable. Certains fragments de papyrus suggèrent l'existence de tribunaux locaux, mais le verdict final était souvent imposé par les autorités militaires. Alors que vous essayez d'apaiser la douleur avec un chiffon humide, des réflexions humoristiques surgissent. Ici, même Netflix ne diffuserait pas mes plaintes sans sous-titres. Une blague légère pour alléger le poids émotionnel, suffisamment rapide pour ne pas mettre en colère le superviseur invisible qui se cache dans l'ombre. Vous vous souvenez des cérémonies rituelles de pardon ou des festivals au cours desquels le pharaon faisait preuve de miséricorde et accordait l'amnistie à certains groupes, généralement après les célébrations de la crue du Nil. Cette grande clémence retrouvée était aussi théâtrale que les châtiments eux-mêmes, un échange symbolique qui maintenait la population sous contrôle sans éradiquer la peur intrinsèque. Le soleil aussi au-dessus de nos têtes, annonçant que midi approche. Vous ajustez le tissu à votre taille pour couvrir votre dos blessé ou après tout, personne ne veut être ni devant des regards curieux et vous vous dirigez vers la tâche suivante, l'âme blessée et le corps en signe de protestation. Une blague de clôture pour adoucir la douleur, au moins, j'ai obtenu un bronze naturel digne d'une statuette et il ne reste plus que la cérémonie de remise des prix. Vous prenez une grande inspiration, secouez vos épaules douloureuses et marchez pour affronter le reste de la journée, sachant que chaque pas porte non seulement son propre poids, mais aussi le poids d'un système qui punit cruellement tout faux pas. Vous marchez au crépuscule dans un couloir étroit éclairé par des torchers qui scintillent comme des serpents de feu. Un fort arôme d'épices brûlées et de résine ancienne se mêle à l'odeur de paille humide, avertissant que quelque chose au-delà du trivial vous attend. Devant, des prêtres en robe blanche préparent des autels de pierre où, dit-on, l'essence des morts est renouvelée lors de cérémonies macabres. Vous sentez l'air pousser avec une énergie ancienne et un frisson dans votre colonne vertébrale qui donne l'impression que la crème solaire à la bouse de crocodile est comme un spa de luxe. Le rituel commence par des chants du Tyro, un écho rythmique comme des gouttes de pluie lente. Chaque mot résonne sur les murs de briques parsemées d'antiquités. On peut presque distinguer les murmures de ceux qui sont venus avant. Fait intéressant, certains hôtels étaient ornés de sculptures de scarabées qui, selon des légendes moins connues, prenaient vie pendant les nuits de pleine lune ou une fable racontée pour effrayer les visiteurs curieux. Un prêtre s'approche, brandissant un encensoir en bronze qui exhale une fumée bleue. Vous prenez une profonde inspiration et remarquez un goût de myrrhe mélangé à quelque chose de sucré, presque comme une bougie d'anniversaire parfumée qui a mal tourné. Alors que la fumée enveloppe votre visage, de minuscules étincelles de particules scintillent dans l'air, rappelant un feu d'artifice médiéval. C'est effrayant et hypnotique, comme une braise chaude ASMR. Dans un coin, une table présente des offrandes, du pain en forme de serpent, des récipients de vin de date et des figurines en métal représentant des dieux à tête de chacal ou de faucon. Fait historique, les documents sur papyrus attestent que les Égyptiens offraient de la nourriture et des objets précieux aux dieux pour assurer une bonne récolte et pour protéger les morts lors de leur voyage vers Dua, le monde souterrain. Vous ressentez un frisson lorsque les élève un couteau courbé, noir de vieillesse. Au début, il n'y a pas de sang, juste une coupure superficielle sur un animal offert, peut-être un mouton dont le souffle chaud frappe son visage.
le son du métal sur la peau est sec, presque musical, et il envoie un frisson dans le dos qui fait battre votre cœur au rythme de la marche funèbre des champs. Alors que le sang tachant la pierre scintille au clair de lune qui transparaît à travers les fissures du plafond, vous remarquez de petits symboles griffonnés à la peinture rouge sur le sol, des hiéroglyphes qui racontent des passages vers l'au-delà. Les historiens débattent encore pour savoir si ces symboles étaient exclusivement magiques ou s'ils fonctionnaient également comme une sorte de scénario théâtral pour guider les initiés à travers le labyrinthe des chambres cachées. Le prêtre passe la lame sur la peau du mouton, et une goutte s'en détache, tombant dans un pot en céramique contenant un liquide laiteux. Vous regardez les yeux écarquillés et pensez, un cendrier vintage, digne d'une carte de restaurant baroque. Il sort une blague interne pour calmer ses nerfs, si c'était dans Hell's Kitchen, Gordon Ramsay aurait déjà fait exploser la moitié de la cuisine. La cérémonie se poursuit avec des chants qui montent en crescendo, et vous sentez chaque mot vibrer dans votre cage thoracique. Les torchets se reflètent dans les yeux des prêtres, qui semblent résonner d'une lueur surnaturelle. Curiosité marginale, certains temples réservaient des chambres créées pour faire écho à certaines fréquences sonores, utilisant la résonance pour intensifier l'effet mystique des mots ou une ingénierie acoustique primitive qui impressionnerait tout concepteur sonore moderne. Lorsque le moment culminant arrive, l'aîné mélange le son rituel avec du vin de date et vous offre une coude silencieuse. Il hésite lorsqu'il se souvient des protozoaires du Nil et du thé à la camomille qui ont presque guéri ses coliques, mais il réalise que refuser à ce stade serait une mauvaise étiquette et peut-être une offense au dieu. Vous soulevez la couche et, dans une gorgée contenue, vous sentez la saveur du fer avec une touche de douceur, un contraste qui active chaque papille dans un frisson gustatif. Alors que le liquide coule, son esprit se tourne vers le tas de miettes de papyrus qu'il a avalé ce matin-là et vers le poids des pierres qu'il a soulevées au soleil. Une blague sort de nulle part, si je survis à cette dose, je pourrais peut-être commencer à enseigner mes propres retraites spirituelles en Suède. Mais il n'y a pas de temps pour s'enivrer, l'aîné récupère le pot et en asperge le reste sur les sculptures sacrées, traçant un motif de sang argenté qui brille faiblement dans l'obscurité. Vous regardez avec fascination, presque hypnotisé par le mélange d'art et d'horreur. Les historiens s'accordent à dire que ces peintures éphémères symbolisaient la naissance de chaque âme dans l'éternité, mais ils diffèrent sur le nombre de ces chambres qui existent encore intactes sous le sable. Certains disent qu'il y a des passages secrets, d'autres prétendent qu'ils ont été bloqués pour toujours. Le rituel se termine par la chute d'un rideau de lin rouge, et le silence prend le dessus comme un voile d'ombre. L'écho final des voix s'éteint lentement, ne laissant que le crépitement des torchers et le battement de leur propre battement de cœur. Votre corps se sent léger, comme s'il portait un secret sacré et aussi un peu nauséeux. En sortant, on marche sur des fragments de poterie qui craquent comme les dents de créatures oubliées. Blague de clôture, si j'écris un avis sur TripAdvisor, je lui donnerai 3 étoiles. La nourriture était bonne, mais cette musique de fond rendait le tout trop intense. Vous prenez une grande inspiration, époussetez vos bottes et passez à l'épreuve suivante, portant dans votre mémoire la danse de lumière et de sang dont vous avez été témoin. Vous gravissez la dune sous le ciel qui s'assombrit, sentant le soulagement de la chaleur diurne céder la place à la fraîcheur nocturne, mais ne pensez pas que le temps froid soit toujours une bonne chose. Le désert s'anime lorsque les étoiles apparaissent et de petits panneaux avertissent que des prédateurs silencieux ratissent chaque centimètre de sable. Vous vous penchez pour ajuster le tissu sur votre tête et, d'un grattage presque imperceptible, vous remarquez le mouvement d'un minuscule scorpion se glissant parmi les grains. Vous vous souvenez de la crème solaire à base de crottes de crocodile. Cela ne fait plus aucune différence face à la piqûre de ces arachnides sournois. La sensation du sol change, le sable fin et lisse pendant la journée devient un tapis rigoureux, plein de petites bosses où se cachent les scorpions. Votre cœur bat plus vite. Vous sentez l'arôme sec du désert nocturne, mélangé à une touche terreuse qui vous rappelle l'argile humide. Fait intéressant, les artisans égyptiens utilisaient de l'argile nocturne pour modeler de petites sculptures, car ils croyaient que l'humidité du petit matin donnait aux matériaux une malléabilité supplémentaire. Tandis que vos yeux tentent de distinguer les ombres, vous préparez une lampe à huile de date et laissez la flamme vaciller dans la direction opposée. La lumière vacillante crée des silhouettes caverneuses dans le sable, mais elle attire également les mouches et les petits insectes, qui à leur tour attirent les scorpions à la recherche d'un dîner facile. Fait historique, les papyrus médicaux décrivent que l'empoisonnement par les scorpions était si courant que les pharaons avaient des antidotes fabriqués à partir des cendres de plantes locales pour contenir les gonflements et les convulsions. Vous êtes en équilibre sur vos genoux, essayant de rester loin de chaque monticule de sable. Le scorpion typique de l'Égypte ancienne serait une espèce du genre d'Octoniu, dont la piqûre transportait de puissantes toxines capables de paralyser les nerfs en quelques minutes. Les historiens débattent encore pour savoir si certains rituels de purification nocturne incluaient des tentes fumantes avec des herbes aromatiques pour éloigner ces prédateurs, ou s'il s'agissait simplement d'une superstition populaire sans fondement scientifique. La brise glaciale vous parcourt la nuque, vous faisant frissonner. Vous sentez le son subtil de minuscules pinces qui grattent le sable. Chaque cliché fait vibrer votre peau de peur et de fascination à la fois.
Une blague blessante me vient à l'esprit, si j'avais voulu un massage en passe, je serais allé dans un spa à fourmis géant. Vous allumez un petit morceau de papyrus imbibé d'huile et regardez la lueur incandescente illuminer un cercle de 2 mètres autour de vous. À l'intérieur, des centaines d'empreintes de pas, des traces courtes et nerveuses racontent des histoires de migration nocturne. Curiosité marginale, certains sculpteurs égyptiens croyaient que les scorpions symbolisaient la protection et plaçaient de petites statuettes en pierre dans les ruines pour effrayer les intrus humains et animaux. Ce symbolisme a donné naissance à des amulettes scarabées qui, ironiquement, n'ont rien à voir avec les arachnides à 8 pattes. Vous marchez lentement, sentant la lampe osciller et projeter des ombres gigantesques qui se fondent dans les contours réels des scorpions. Vous souvenez-vous de la vessie de crocodile qui promettait de filtrer l'eau mais qui ne parvenait pas à filtrer les microbes? Car ici, votre lampe promet chaleur et luminosité, mais ne parvient pas à protéger votre cheville de ces prédateurs nocturnes. Le froid s'insinue dans vos pieds et vous ressentez chaque connexion de votre corps avec le sable. À chaque pas, la respiration se mêle au bruit du sable, dans un ASMR de silence quasi total. Le seul bruit, outre le battement de votre propre cœur, est le murmure fantôme de la pince à épiler. Bien sûr, vous ne pouvez pas résister à une blague interne, ma playlist pour ce soir, silence de mort avec des apparitions spéciales de scorpions. Soudain, quelque chose de noir apparaît au bord de la portée de sa lumière, un énorme scorpion, du moins pour son niveau de tension, avec un corps rayé et une queue arquée comme un fouet prêt à être lancé. Votre instinct vous repousse, mais vous tenez fermement la lampe, observant le reflet des flammes dans les yeux multiformes du prédateur. Fait climatique, l'humidité relative chute en dessous de 10% à cette époque, ce qui fait que le venin devient encore plus concentré dans les arachnides, selon de récentes études d'archéologie. Dans des conditions modernes similaires, le taux d'empoisonnement mortel atteignait jusqu'à 5% parmi ceux qui attendaient plus de 6 heures pour recevoir un traitement. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette mortalité a conduit à la création de postes médicaux d'urgence le long des routes commerciales fluviales, ou si la population s'est résignée à une mortalité élevée sporadique. Vous prenez une grande inspiration et, dans un mouvement de danse prudent, éloignez la lampe des scorpions, la lumière vive fait reculer beaucoup d'entre eux, mais elle révèle également des dizaines de paires d'yeux brillants dans le sable. Tes doigts picotent. Le vent porte un écho lointain de craquements de palmiers dattiers. Une blague audacieuse, si je veux une rave d'yeux luminescente, je n'ai même pas besoin de lumière, les scorpions font déjà le travail pour moi. À ce moment précis, vous vous sentez soulagé d'avoir gardé vos distances, mais vous savez que vous ne pouvez pas aller trop vite, les scorpions sont étonnamment rapides. Vous vous souvenez de la tisane à la camomille qui a presque chassé les vers. Maintenant, chasser les scorpions nécessite un autre type de potion. Curiosité archéologique, certains tunnels souterrains étaient parfumés avec des oignons géants coupés en deux, leur odeur brouillant l'odorat du scorpion et servant de piège pour le capturer, une méthode de protection ingénieuse qui, dit-on, était utilisée par les nobles qui voulaient se promener après le coucher du soleil. Tendu, vous décidez d'installer un cercle de braise fait de brindilles sèches, créant une bordure éphémère qui vous protège en partie. L'étincelle rouge danse comme des lucioles en colère, et vous sentez le bois brûlé mélangé à la ronde de dattes légèrement caramélisée. Le contraste des sensations fait rire, mon enclos nocturne, barbecue d'urgence avec des scorpions VIP. Vous traversez le périmètre improvisé, ressentant la légère chaleur sur la plante de vos pieds et la relative sécurité d'être à l'intérieur du cercle. Il sait cependant qu'à tout moment la brise peut tourner et ouvrir des brèches. Les historiens débattent encore de la question de savoir si ces méthodes de défense improvisées ont évolué vers des techniques d'encerclement militaire lors de batailles nocturnes, mais ce qui compte, c'est que, pour l'instant, vous êtes en sécurité ou aussi en sécurité que possible face à des centaines de dards acérés. Un craquement soudain lui glace le sang, un scorpion s'est échappé de l'encerclement et se dirige vers sa gourde accrochée à sa ceinture. Vous faites un geste rapide, attrapez la gourde et la jetez, renversant une partie de l'eau fraîche que vous avez travaillé si dur à décanter. La blague amère vient presque instantanément, rien de tel que de sacrifier un but à un arachnide affamé. Le scorpion, frustré, retourne à l'ombre du sable, et vous en profitez pour ajuster le tissu et reprendre votre souffle. Votre corps se contracte et se détend par vagues tandis que vous regardez la lampe s'éteindre. La flamme scintille au rythme de votre pouls, vous rappelant que le danger ne disparaîtra pas tant que le soleil ne se lèvera pas à nouveau. Vous soupirez doucement et vous murmurez, il est temps d'aller au lit, si c'est possible. Les braises crépitent comme des rires déformés, et chaque étincelle qui tombe au sol est un rappel de rester vigilant. Finalement, vous récupérez la lampe presque éteinte et vous vous retirez sur une petite élévation sablonneuse, où vous attendez l'aube. Alors qu'il s'installe pour essayer de dormir, il sent le froid et la chaleur persistant du cercle de braise, l'arôme de la fumée, la texture rugueuse du tissu et l'écho mental des passes de la nuit. Une dernière blague pour conclure, si je survis jusqu'au lever du soleil, je promets de ne plus jamais me plaindre d'avoir froid au milieu de la nuit.
Vous vous levez alors que le premier rayon de soleil perce les braises restantes, mais il n'y a pas de répit, votre nez capte immédiatement une odeur métallique mêlée de fine poussière, un avertissement que vous êtes sur le point d'affronter quelque chose d'encore plus insidieux que des scorpions. La poussière de bronze, soulevée par le matériel de fortune d'un atelier de réparation rudimentaire, enveloppe l'air comme un brouillard toxique. Vous clignez des yeux, essayant de ne pas avaler ce miasme, mais vous savez que l'inhaler peut être aussi cruel qu'une piqûre de scorpion. Le frottement constant des outils contre le métal rouillé libère de minuscules particules qui pénètrent dans vos poumons et affaiblissent vos os au fil du temps. Alors que vous marchez vers l'abri de fortune où les forgerons réparent les lames et façonnent les clous en cuivre en structure fragile, vous sentez votre respiration devenir difficile. Fait historique, les fouilles de Tel et la Marna ont révélé des dépôts de poussière de métal autour d'anciennes forges, suggérant que les ouvriers souffraient souvent d'ostéoporose et de problèmes respiratoires ou une maladie appelée poumon du fondateur par les médecins modernes. Vous regardez un forgeron frapper une lame encore chaude sur un enclume en pierre. Chaque coup de marteau libère des nuages de débris lumineux qui tourbillonnent dans la faible lumière de la chambre. Une curiosité marginale est que, pour réduire la fatigue au travail, les artisans peignaient leurs outils avec de la résine de pas pour leur donner de l'adhérence, mais cette couche supplémentaire laissait un résidu collant qui collait aux mains jusqu'à devenir une seconde peau. Lorsque vous touchez la poignée de porte en métal mal soudé, un filament de résine colle à vos doigts, prouvant que l'innovation a souvent des coûts importants. Vous essayez d'inspirer par la bouche, mais l'air bouillonne dans votre gorge avec de minuscules particules. Chaque respiration devient un effort calculé, comme si l'on nageait à contre-courant d'un courant de sable doré. Et voici la blague interne, si j'avais voulu sentir une poussière plus fine, j'aurais sauté en parachute dans un immeuble. Vous riez doucement, mais ce rire est accompagné d'une forte toux, prête à exploser. Les historiens débattent encore pour savoir si les forgerons égyptiens portaient des chapeaux en cuir ou en maille pour minimiser l'inhalation de suie, ou s'ils comptaient simplement sur la chance et la tolérance à la douleur. Les papyrus médicaux mentionnent des pratiques rudimentaires consistant à se boucher le nez avec un chiffon humide, mais l'efficacité de cette méthode est un sujet de débat académique. Vous vous approchez d'un petit récipient contenant un liquide trouble, à base d'or dissous d'eau du nitrate, utilisé pour teindre les détails des bijoux et ornements royaux. L'inhalation de cette vapeur provoque une irritation des yeux et de la toux, mais elle suscite également de la fascination en raison de sa brillance luxueuse. Vous levez les yeux et plaisantez, il n'y a rien de tel qu'un spa doré qui laisse vos poumons prêts à être utilisés par les héros de bande dessinée. La blague tombe légèrement dans l'air lourd, mais provoque un bref sourire. Votre esprit revient au danger principal, la poussière de bronze pénètre dans les alvéoles, déclenchant un processus inflammatoire qui s'aggrave à chaque inhalation. Vous vous souvenez des récits d'ouvriers qui ont vécu un peu plus de 30 ans, consumés intérieurement par ce qu'ils fabriquaient pour en obéir les rois. Si aujourd'hui nous nous plaignons de la pollution des voitures, imaginez que nous nous plaignons d'une remorque de fonderie dans votre jardin. Alors qu'il marche dans le couloir bordé de crochets et de chaînes ou des pièces d'ingénierie qui soutiennent les portes en bois des temples en construction où il sent un claquement dans sa cheville, une fine lame de bronze se détache d'un support et tombe près de son pied. Instinctivement, vous reculez, sauvant votre petit doigt, et lâchez une blague sèche, j'ai failli avoir un souvenir en métal. Le broyage des outils continue, créant un ASMR dur du métal contre la pierre. Curiosité marginale, les documents marchands mentionnent que la fine poudre était collectée et vendue comme ingrédient pour les cosmétiques de luxe, car elle donnait un éclat argenté au maquillage des nobles ou une ironie mortelle pour ceux qui vendaient le produit et souffraient ensuite des conséquences respiratoires. Les historiens étudient encore dans quelle mesure cette pratique a stimulé le commerce des métaux dans la région. Vous ressentez une vive douleur dans la poitrine, résultat d'une toux réprimée, et décidez de chercher une issue pour prendre l'air. Vous trouverez une petite ouverture semi-circulaire dans le mur à travers laquelle la brise du matin peut passer. La lumière du soleil pénètre dans un faisceau étroit, illuminant les particules flottant comme des lucioles de poussière. Vous prenez une grande inspiration de ce rayon d'air, ressentez un soulagement immédiat, et commentez doucement, l'air frais, le véritable luxe pharaonique. Finalement, vous quittez la forge, mais le souvenir des cendres rougeoyantes persiste dans chaque souffle. Votre corps demande une trêve, mais la mission continue. Vous ajustez le tissu sur votre visage, couvrez votre nez avec un mouchoir humide et passez au défi suivant, de plus en plus conscient que sans respirateur moderne, même l'air le plus lumineux devient un méchant. Une dernière blague pour conclure, si j'avais un respirateur d'astronaute, je serais le premier Égyptien dans l'espace. Vous souriez et avancez, sentant le goût métallique dans l'air et le poids de la poussière de bronze dans vos poumons. Alors que le soleil commence à tomber en ligne dorée à l'horizon, vous vous retrouvez devant un miroir en métal poli, curieux de découvrir à quoi ressemblaient les Égyptiens. Avant d'oser approcher le pinceau de vos yeux, vous sentez l'odeur incomparable du plomb et des cendres végétales, l'ingrédient secret du maquillage royal. Vous passez votre doigt sur la pâte foncée, en un instant, vous remarquez la texture dense, presque sableuse, mêlée à une touche huileuse qui promet de durer toute la journée sous le soleil impitoyable.
Fait historique, le kohl, eyeliner foncé utilisé par les Égyptiens depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, contenait de la galène, sulfure de plomb, mélangé à des huiles végétales, servant non seulement de cosmétique, mais aussi d'agent antibactérien pour protéger les yeux des infections. Vous évitez les infections avec une course spectaculaire, mais vous ne réalisez pas le prix à payer trop tard. En appliquant le kohl, vous ressentirez une légère sensation de picotement, comme si de minuscules gras frottaient contre votre cornet. Curiosité marginale, les archéologues ont trouvé des récipients en marbre contenant des restes de pigments bleus fabriqués à partir de lapis-lazuli, un luxe si cher que seuls les nobles pouvaient l'utiliser, soulignant le statut social par la couleur. Vous mélangez des tons sombres et bleus, imaginons sortir un tutoriel de maquillage ASMR pour les pharaons. La texture semi-pâteuse s'étend en mèche presque imperceptible et votre champ de vision est parsemé de minuscules points. Vous clignez des yeux, essayant de clarifier votre vision, mais un flou persiste, vous rappelant que ces pigments n'étaient pas seulement séduisants, mais aussi toxiques. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les bienfaits antibactériens du plomb l'emportaient sur les effets cumulatifs d'un empoisonnement lent, ou si les grands prêtres ont ignoré le risque pour maintenir la mode en vie. Le vent frais du soir caresse votre visage peint en noir, et vous sentez l'odeur amère de la cendre mélangée à de l'huile de résine de cèdre, utilisée pour briller. Le mélange sèche sur la peau, crépitant légèrement lorsque vous bougez les yeux. Une blague sarcastique surgit, cet eyeliner est si résistant qu'il pourrait résister à une pluie de sable mais peut-être pas à mon foie. Vous appliquez ensuite un baume parfumé sur vos lèvres, un mélange de miel, d'huile de rose et de cendre de bois sacré. La sensation est celle d'une douceur crémeuse, mais avec une nuance amère qui vous donne la chair de poule. Votre langue. Fait amusant, des récipients de baume en forme de lotus ont été retrouvés dans des tombes royales, ce qui indique que le parfum jouait également un rôle rituel lors des funérailles. Vous vous sentez partie prenante d'une performance sacrée en provoquant votre réflexion. Alors que vous regardez le soleil se coucher à l'horizon, vous remarquez que le maquillage sombre a donné des contours dramatiques à vos yeux. Mais le lendemain, attendez-vous au pire, maux de tête, nausées et tremblements subtils peuvent être des signes d'intoxication au plomb accumulé. Vous vous souvenez des médecins qui utilisaient des comprimés de fer et des rosiers du désert pour tenter de détoxifier le corps, un traitement aussi incertain que le champ d'incantation. Le sentiment de glamour se mêle à la peur, votre cœur bat plus vite avec le doute que chaque clignement des yeux propage des toxines dans les canaux lacrymaux. Les historiens s'accordent à dire que le kohl avait une valeur à la fois fonctionnelle et esthétique, mais des désaccords persistent sur la mesure dans laquelle une utilisation prolongée affectait la santé publique. Vous prenez une grande inspiration et sentez l'air froid envahir vos poumons, mais vous remarquez un goût métallique résiduel dans votre salive. La nuit tombe et les torches du camp projettent des ombres dansantes sur son visage maquillé. Blague interne, s'il y avait un concours de beauté dans le désert, je remporterais le prix du « regard de la mort », littéralement. Enfin, vous essuyez le pinceau sur un chiffon en lin, en sentant chaque polish noire marquer vos mains. L'éclat de son maquillage résiste au crépuscule, mais son corps commence à murmurer des avertissements silencieux. Vous rangez le flacon de kohl vide en pensant au rituel quotidien qui vous attend, coup après coup, vous vous peignez pour survivre, mais vous empoisonnez aussi un peu de vous-même. Une dernière blague pour conclure, rien de tel qu'un eyeliner qui vous donne un air divin tout en vous empoisonnant secrètement à la définition parfaite du style pharaonique. Vous marchez dans un couloir accueilli qui s'étend comme un bosquet de pierre, chaque colonne étant sculptée des visages de dieux qui semblent suivre vos pas. Le regard de Ra, représenté sur le disque solaire, brille sur les murs colorés, et la silhouette de Seth, avec son visage de chacal déformé en un sourire cruel, vous observe furtivement. L'atmosphère est lourde, chargée d'histoires murmurées par les vents du désert. Vous n'auriez probablement pas survécu à cela sans la même crème solaire à base de crottes de crocodile que vous avez utilisée à l'autre, sauf que maintenant, il n'y a plus de soleil pour brûler votre peau, mais de divinité pour tester votre santé mentale. Au fur et à mesure que vous avancez, vous sentez l'odeur de l'huile parfumée qui brûle dans les brasons bas. Un mélange d'onir, de camphre et d'une pointe de safran qui imprègne l'air d'une douceur amère. Le sol en pierre sous vos pieds est froid et rideau, une surface qui frotte contre la plante de vos pieds comme s'il s'agissait d'un rappel tactile que vous vous tenez sur une histoire vivante. Fait historique, temples dédiés à Ra-Isis étaient des centres de pouvoir politique et religieux depuis l'Ancien Empire et employaient des milliers de prêtres, de scribes et d'ouvriers dans des cérémonies quotidiennes pour maintenir l'équilibre cosmique. Vous ressentez un frisson en passant devant une statue de Sekhmet, la déesse lionne, dont les yeux de pierre semblent rayonner d'une chaleur intérieure, comme s'ils pouvaient réveiller la dette à tout moment. Curiosité marginale, des archéologues ont découvert des centaines de petites statues de Sekhmet peintes de peinture rouge au temple de Mou, ce qui conduit certains à suggérer que les Égyptiens superposaient des statues calamiteuses pour apaiser la colère de la déesse lors des épidémies. Vous vous souvenez des coliques dus aux vers intestinaux, et vous ne pouvez vous empêcher de sourire amèrement à l'idée d'un rituel de guérison aussi violent que les coliques auxquels vous avez été confrontés.
le couloir se rétrécit jusqu'à s'ouvrir sur une cour ouverte, où de hautes torches révèlent des hôtels ornés d'or et d'albâtre. Des morceaux de pain offerts et de petites amphores de vin de date forment un tapis d'offrandes autour de chaque base. Vous sentez la texture granuleuse de ces offrandes sous vos doigts lorsque vous vous approchez pour les regarder de plus près. Une blague interne s'échappe, ces dieux sont exigeants, j'ai à peine fini mon petit déjeuner qu'ils attendent déjà une demi-douzaine de pains et un litre de vin. En levant les yeux, on se rend compte que la cour est préparée pour un grand événement en soirée, des cordes suspendues soutiennent des torchers qui projettent des ombres dansantes, comme si les appels eux-mêmes faisaient partie d'une chorégraphie rituelle. Les historiens débattent encore pour savoir si cet acte eût encouragé les sacrifices humains publics comme moyen d'apaiser la colère de Seth, ou si ces histoires étaient exagérées par les Romains pour diffamer la religion égyptienne. Vous ressentez un passement de malaise en vous souvenant des coups que vous avez subis et vous vous demandez, se pourrait-il qu'aujourd'hui l'offrande soit vous? Vous vous approchez d'un autel plus petit recouvert de nain rouge. À ce stade, l'odeur du sang frais se mêle à l'arôme des herbes brûlées. C'est alors qu'un prêtre lève un couteau rustique et le pointe vers un mouton immobilisé. Le souffle chaud de l'animal lui fait frissonner le visage. Votre cœur s'emballe. Vous hésitez, accepter l'existence de cette violence froide vous fait frissonner de regret et de fascination à la fois. Une blague sarcastique surgit, super, Galaram, je viens de me rappeler que j'ai oublié mon pistolet nerf. Le prêtre chante dans une langue ancienne, et l'écho se propage à travers les colonnades, faisant vibrer sa poitrine dans un rythme rythmique. Chaque syllabe sonne comme une prière et une menace à la fois. Vous sentez votre peau en paix, comme si les runes gravées sur les piliers prenaient vie. Pendant ce temps, des couches de poussière et de suie se déposent sur vous, se mélangeant à la pâture sur les murs, rappelant qu'ici, le passé n'est jamais propre. Une brise soudaine balaie la cour et éteint la moitié des torchers. L'obscurité grandit, intensifiant l'atmosphère. Vous goûtez l'air sec, avec des particules d'encens dansant sur votre langue. Petite blague pour détendre l'atmosphère, si j'avais voulu un spectacle d'ombre, j'aurais acheté un projecteur de cinéma au moins. Là-bas, le billet comprend du popcorn. Dans un geste cérémoniel, le prêtre trempe la lame dans un récipient en or, en extrait des gouttelettes de sang et les applique sur un hiéroglyphe de Seth. Les gouttes scintillent comme des rubis sanglants. Vous regardez avec fascination et pensez à l'ironie, le pouvoir et la violence circulent à travers le même symbole qui devrait promouvoir l'ordre. Les historiens se demandent si ces rituels symbolisaient une forme de renaissance collective ou s'ils étaient simplement des démonstrations de pouvoir autoritaire. Vous déglutissez difficilement, sentant le poids du débat sur vos épaules. Soudain, l'ambiance change, un chœur de voix masculine et féminine chante un chant de louange, et toute la cour vibre d'un son profond qui fait trembler les statues elles-mêmes. Vous ressentez les vibrations dans votre poitrine et vos os ou une sensation presque hypnotique, comme si vous faisiez partie d'un instrument de musique vivant. Vos oreilles captent chaque nuance, chaque résonance, comme si vous étiez au meilleur concert ASMR de tous les temps, avec seulement une légère pointe de terreur. Son regard tombe sur une petite figure de Bastet, la déesse chatte, sculptée dans du granit noir. Elle a l'air calme, un antidote visuel à la férocité de Seth. Curiosité marginale, les amulettes de Bastet étaient vendues dans les foires comme protection contre le mauvais œil et contre les attaques d'animaux sauvages, en particulier les serpents à mais, dit-on, elles éloignaient également les prêtres maléfiques. Vous plaisantez bien sûr à voix basse, si cette amulette fonctionnait, j'aurais déjà flotté avec le feu sacré et je me serais déjà enfui. Alors que le chant atteint son apogée, vous sentez l'air vibrer à nouveau et les torches crépiter, projetant des flammes qui dansent au rythme de la mélodie. C'est là, sous le regard de Ra et de Seth, que l'on réalise le véritable pouvoir de ces rituels, non seulement effrayer, mais unir les communautés autour d'un mystère qui transcende le quotidien. Vous poussez un long soupir, comme si vous cédiez à des montagnes russes émotionnelles, et lâchez une dernière blague, si je veux une étrange poussée d'adrénaline, je vais faire du parachutisme au moins, je n'ai pas à m'inquiéter de flotter dans le sang des eaux-fordes. Avant de quitter la cour, vous essuyez une goutte de sang séché sur votre drap, sentant le léger frisson de la pierre froide. Le couloir à piliers reste devant vous, vide pour l'instant, mais vous savez que chaque colonne porte encore des échos de chants et de secrets anciens. Vous faites un pas lent, sentant que malgré votre peur, vous avez acquis une nouvelle révérence pour le monde surnaturel qui a tenté de prendre le contrôle du cœur de l'Égypte ancienne. Vous vous glissez dans un couloir étroit derrière le trône de calcaire poli, où des torchers projettent encore des ombres vacillantes sur des murs gravés de hiéroglyphes chuchotés. Chaque pas fait l'écho à un doux claquement sur le sol en dalles inégales, le son parfait pour un ASMR sombre. À votre droite, une porte en pierre déguisée s'ouvre silencieusement, révélant un tunnel camouflé qui mène à des chambres cachées. Les conspirations de palais étaient le pain quotidien des nobles, les rumeurs d'assassinats furtifs et de coups d'État circulaient aussi vite que les carrosses royaux traversaient la vallée des rois. À mesure que vous avancez, vous sentez l'air devenir plus froid, chargé de secrets cachés.
Fait amusant, les archéologues ont découvert des passages secrets sous le temple de Karnak, conçus pour permettre aux prêtres de s'échapper inaperçus lors des cérémonies nocturnes, mais également parfaits pour les espions internes. Imaginez, vous, un espion improvisé, évoluant parmi des statues silencieuses, votre cœur battant au rythme rapide d'un tambour lointain. Dans une niche sombre, il trouve de petites fioles en céramique contenant des liquides visqueux ou des poisons qui circulaient dans la cour avec la furtivité d'un chat furtif. Fait historique, les écrits du vizir Reknir mentionnent l'utilisation d'extraits de ricinée et de feuilles de lotus pour éliminer les rivaux au trône pendant le Nouvel Empire. L'efficacité mortelle était si élevée que même le pharaon lui-même faisait confiance aux courtisans pour goûter chaque boisson avant de la consommer, ou une légitime défense spectaculaire qui ferait pâlir d'envie n'importe quel dégustateur de vin moderne. Vous touchez le bouchon d'une des bouteilles et sentez l'odeur douce et amère de l'huile végétale rance. Identifiez le poison exigé à palais raffiné et des nerfs d'acier, une seule erreur, et ce qui était un élixir de pouvoir devenait une invitation à la tombe. À chaque gorgée imaginaire, vous avalez difficilement et vous vous souvenez d'une blague interne. Si du thé politique était servi aujourd'hui, Procon ordonnerait le rappel du lot en raison d'une toxicité excessive. Alors que vous continuez à descendre le tunnel, vos bottes soulèvent de petits nuages de poussière ancienne. La lueur dorée de l'extérieur est laissée derrière, et vous remarquez des marques de rayures sur les tiers, preuve de lutte soudaine ou d'évasion désespérée. Les historiens dédatent encore pour savoir si le prince Toutmouzi a tenté de renverser Amenhotep II par un coup d'État ou s'il s'agissait simplement d'une rumeur répandue par des scribes opposés. La vérité, comme toujours, est enfouie parmi les papyrus brûlés et les souvenirs sélectifs. Vous arrivez dans une chambre plus petite, éclairée par une seule torche vacillante. Au centre, une table basse en bois expose des lettres scellées et des sons royaux ou des instructions codées envoyées à des généraux éloignés, ordonnant des assassinats silencieux ou des alliances perfides. Chaque sceau de cire rouge portait le symbole du chacal, impliquant le soutien de Seth, le dieu du désordre. L'atmosphère est si chargée qu'on pourrait presque entendre les murmures des conspirateurs dans notre nuque. Il s'apprête à lire une des lettres lorsqu'il entend un léger craquement derrière lui. Vous vous retournez lentement, le tissu qui recouvre votre tête brissant, et voyez une ouverture vers un autre couloir, un raccourci menant directement aux chambres de la reine. Des rumeurs disent qu'elle entretenait une alliance secrète avec les chefs mercenaires libyens, promettant un soutien militaire en échange d'une autonomie régionale. Une blague sèche me vient à l'esprit, partenaire commercial suspect, même la CVM ne réglementerait pas ce contrat. En entrant dans les chambres, vous remarquez des traces de tissu ixiou, du lin importé enduit de pigments bleu rare, signe d'un commerce avec la lointaine bibelot. Curiosité marginale, de petites perles de verre de Phénicie ont été retrouvées dans des projections de plafond, suggérant que le fait de jouer avec ce mécanisme activait un signal lumineux envoyé aux serviteurs fidèles. Si tu tournais une vis de travers, allumez des torches et cachez et découvrez les traîtres avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, vos doigts trouvent un trou caché dans le mur, libérant un clic satisfaisant. Une dalle entière tourne, révélant une cache d'armes, des dagues en bronze, des flèches empoisonnées et des pépites d'opium pour des chaos silencieux. Votre cœur s'emballe et vous murmurez, il est temps de choisir mon kit de survie pharaonique. La blague est rapide, mais l'adrénaline reste coulée à la peau. En examinant les lances courtes, vous vous souvenez que les potions de sommeil étaient aussi populaires que le vin de date pour stupéfier les gardes avant un coup d'État. Les historiens débattent encore pour savoir si ces somnifères étaient dérivés du pavot puis ou s'ils contenaient des extraits de mandragore, ce qui rendait l'effet imprévisible. Le petit déjeuner pouvait se transformer en votre dernier souffle. Le couloir se rétrécit à nouveau et vous sentez une vibration dans le sol. Il pourrait s'agir d'un garde patrouillant au-dessus, ou d'un mécanisme d'alarme primitif faisant tinter des cloches de bronze. Vous avancez à pas silencieux, presque flottant, jusqu'à ce que vous entendiez des voix étouffées plus loin. Il se cache derrière une colonne gravée, son cœur battant si fort qu'il craint que le coup lui-même ne le trahisse. Devant lui, deux courtisans en affaires échangent des confidences sur une audience royale à venir. L'un d'eux tient un bocal scellé, contenant peut-être des preuves de fraude fiscale qui ruineraient des réputations. La politique égyptienne a toujours eu son côté bureaucratique, des impôts prélevés sur les grains d'orge, des droits de pêche dans les canaux du Nil et des potes de vin qui circulaient comme des billets d'or. Vous pouvez imaginer combien de cadeaux ont été offerts pour obtenir des votes favorables ou une corruption pharaonique à un niveau épique. Une dernière blague se forme, s'il y avait un IPC en Égypte, le rapport serait présenté sur un papyrus sans fin ou pas de PowerPoint pour l'accélérer. Vous laissez échapper un rire étouffé, mais la tension persiste comme une poussière ancienne. Tandis qu'il écoute la conversation se poursuivre, il décide de se retirer lentement, emportant avec lui une pépite d'opium en guise de souvenir, utile pour engourdir les muscles ou les souvenirs indésirables. Alors qu'il revient par le tunnel d'où il est venu, chaque pas résonne avec la certitude que les complots du palais étaient aussi tranchants que les lames cachées dans des niches secrètes. Vous ressortez dans le hall principal, haletant et le corps parcouru de picotements d'adrénaline. La chaleur du soleil revient comme une étreinte brutale,
nous rappelons que survivre au jeu de l'intrigue exigeait plus que de la force, il fallait de la ruse, de la patience et, parfois, une gorgée bien ciblée de poisons alternatifs. Vous vous réveillez au son lointain de voix étouffées provenant d'un village près d'une île, mais ce qui attire votre attention n'est pas le brouhaha habituel des marchands, c'est un murmure d'agonie s'échappant à travers les fissures des portes en Hadad. Des épidémies silencieuses ont ravagé l'Égypte ancien avec une force invisible, le choléra, la variole et les fièvres hémorragiques se propagent aussi vite que les crues des rivières, laissant derrière eux une traînée de fragilité humaine et de superstition. Vous ne survivriez probablement pas à cela sans une quarantaine hospitalière moderne avec des lits d'isolement. En parcourant les ruelles boueuses, vous sentez l'odeur âcre des médicaments improvisés aux cendres de plantes, dans de harengs brûlés et pâtes de miel et dont appliqués comme des cataplasmes sur les blessures de ceux qui peuvent à peine ouvrir les yeux. Fait historique, en 664 avenue. JC, sous la dynastie, une épidémie de variole a été enregistrée dans des papyrus médicaux, décrivant des éruptions pustuleuses et de fortes fièvres qui ont tué des dizaines de milliers de personnes en quelques semaines. Vous vous arrêtez devant une maison où un scribe, portant un masque en a imbibé de vinaigre, griffonne des sabots protecteurs sur les portes. Curiosité marginale, on croyait que la forte odeur du vinaigré, parfois, du soufre brûlé éloignait les miasmes, responsables des maladies, un concept qui mélangeait médecine et magie. Le masque humide, cependant, ne filtrait pratiquement pas les microbes, et la technologie était aussi efficace que de souffler du vent dans la flamme d'une bougie. Vous observez la scène depuis l'intérieur d'une arche en briques, un enfant se penche en proie à des crises de diarrhée violente, tandis que la mère, en larmes, maintient une planche de bois contre la porte pour empêcher le vent de transporter plus loin l'odeur de la mort. Les historiens débattent encore pour savoir si les purges à base d'infusions de palmiers dattiers, de dattes et d'herbes aromatiques ont réellement contribué à éliminer les agents pathogènes aussi. En pratique, elles n'ont fait qu'aggraver la déshydratation et augmenter le risque de choc hypovolémique. Vous avancez le long d'un couloir improvisé de tentes recouvertes de paille et de lin, chacune marquée de hiéroglyphes improvisés, maison d'Aton, exempte de peste, ou temple d'Isis, exempte de fièvre. Ces inscriptions, pâtes avec un pigment rouge fabriqué à partir d'ocre, servaient à la fois de protection spirituelle et de moyen de signaler aux voisins où il y avait encore un logement sûr. La stratégie était simple, séparer les malades des sains avant que le Nil ne monte et ne propage l'infection dans la plaine inondable. Devant une tente plus grande, vous trouverez des prêtres préparant une solution d'eau du Nil bouillie et d'herbes médicinales mauves, tuma et branches d'acacia dans un mélange qui bouillonne comme un bouillon foncé. D'après les papyrus d'un médecin itinérant, cette potion avait un léger effet diurétique et pouvait soulager la fièvre, mais aucun médicament ne pouvait résister au marathon de vomissements et de maux de tête qui affectaient les victimes. Vous portez le verre à vos lèvres, hésitez et vous vous souvenez du goût amer de toutes les expériences médicales menées jusqu'à présent, vous préféreriez boire de l'eau balayée par la tempête plutôt que sauter rituel. L'air autour de vous est chargé d'encens brûlant, la myrrhe et le camphre sont utilisés sur les autels de purification, mais l'épaisse fumée vous pique les yeux. Vous avalez difficilement et faites une blague sarcastique, si la variole était invitée à une fête, cet encens essaierait de l'expulser avec toute la ferveur d'une mère dans une dispute de voisinage. Le commentaire résonne faiblement, presque étouffé par la toux qui suit juste après. En marchant, il croise une file de paysans qui attendent des médicaments, chacun tient un morceau de papyrus avec le nom du patient et le type de mousse qui sort de sa bouche. Fait historique, les archives du temple d'Imhotep à Memphis mentionnent que le triage était effectué par des scribes formés, précurseurs de nos infirmières, notant les symptômes et les signes vitaux avec une précision surprenante pour l'époque. Vous vous arrêtez devant un espace ouvert où des cadavres enveloppés dans du linge blanc sont déposés sur des randes de terre, prêts à être emmenés vers des crématoriums de fortune au bord de la rivière. Le bruit des flammes crépitant dans les hauts fourneaux résonne comme une complainte. Les historiens débattent encore de la question de savoir si certains corps ont été laissés intacts, croyant que la purification viendrait avec le passage vers l'au-delà, ou si tous ont été incinérés pour prévenir de nouvelles infections, ce qui a profondément modifié les pratiques funéraires traditionnelles. Vous contemplez le Nil bordé de bateaux funéraires, transportant des urnes et des offrandes vers l'au-delà, tandis que les cendres se mélangent à l'eau et se dissipent en aval. Le doux courant apporte une fraîcheur amère à votre visage, vous rappelant que la vie et la mort coexistent dans ce cycle perpétuel. Vous soupirez et laissez échapper une dernière blague interne, j'ai survécu au ver, aux scorpions et au fouet, mais il semble qu'une épidémie m'ait donné le CV d'hôpital de campagne le plus complet. Alors que le soleil se couche et que la chaleur cède la place à la brise nocturne, vous ajustez le tissu humide sur votre bouche et vous vous dirigez vers la sortie du village, chaque pas alourdi par la vie des malades et la certitude que, sans antibiotiques ni vaccins, le confort moderne fait que les simples actes de boire de l'eau propre et de tousser sans peur semblent une utopie. Vous vous installez dans votre lit de fortune en paille et en toile, espérant que la nuit apportera silence et repos. Au lieu de cela, l'air immobile est rempli d'un murmure glissant tandis que des insectes nocturnes émergent de fissures invisibles. Sans ventilateur ni climatisation, la chaleur accumulée dans les murs en adode fait transpirer votre corps en grosses gouttes,
chacune attirant moustiques affamés et coléoptères curieux. Vous ne survivriez probablement pas une nuit sans une moustiquaire moderne et même une bonne crème solaire à base de crottes de crocodile ne ferait plus l'affaire aujourd'hui. Bientôt, il ressent un picotement dans sa cheville, un scarabée noir rampe à la recherche des restes de son sec du pas de blé dense. Vous tapotez votre jambe et riez ironiquement, rien de tel qu'un festival de musique croustillant en l'honneur de ma jambe. Fait historique, les archéologues ont découvert des pièges en argile utilisés pour capturer les insectes dans les silos à grains, ce qui indique que la lutte antiparasitaire était déjà un problème sérieux dans l'Égypte ancienne. Alors que vous essayez de vous couvrir avec le tissu épais, vous remarquez un essaim de petits moustiques qui s'approchent en tourbillons irritants. La lumière d'une lampe à huile scintille, illuminant chaque point volant comme des lucioles fascinantes. Curiosité marginale, les papyrus décrivent que, dans certaines zones rurales, des vases à eau contenant des tranches de fruits étaient étalés fermentés pour attirer des insectes mortels dans un piège à sucre, une méthode qui a fonctionné, mais qui a attiré trop de coléoptères et de mouches. Vous respirez par la bouche, en essayant d'empêcher chaque respiration de gratter votre gorge et d'enlever la poussière et les moustiques. L'humidité relative, qui atteint 50% la nuit, crée un microclimat dont les punaises de lit profitent pour piquer votre pognon. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les vêtements des ouvriers étaient trempés dans des teintures de cèdre ou s'ils comptaient uniquement sur la brise d'une île pour repousser les insectes. Après tout, ceux qui travaillaient avec des tissus humides en payaient le prix en champignons et en démangeaisons sans fin. Alors que vous frappez votre bras pour éloigner un autre moustique, vous vous souvenez des crampes causées par les vers intestinaux et de la soif désespérée de la veille. Maintenant, vous sentez la démangeaison se propager comme de l'encre sur votre peau, un rappel que votre corps reste vulnérable, même en repos. Le grattement des antennes spéciales des cafards résonne comme une mélodie agaçante, et vous pensez à une blague interne, ma playlist du soir, remix de Cockroach Whisperer. La chaleur semble plus dense lorsque les torchers du camp s'éteignent, ne laissant apparaître que la faible lueur des étoiles. Vous tâtonnez dans l'obscurité jusqu'à ce que vous trouviez un morceau de lin humide que vous avez trempé dans une rivière voisine, l'enroulant autour de votre visage. La sensation de fraîcheur ne dure que quelques instants avant que le tissu ne se réchauffe à nouveau avec votre soufflet le temps nocturne. Il ne faut pas longtemps aux plus grosses punaises de lit pour remonter la couture de la toile, attirée par l'odeur de la sueur et curieuse des vibrations de votre corps. À chaque mouvement, on ressent de petites piqûres, suivies de légers élancements qui ressemblent à des décharges électriques. Un rire nerveux s'échappe tandis que vous murmurez « Si j'avais voulu prendre l'initiative de masser, j'aurais payé un physiothérapeute. » Vous vous souvenez du rituel macabre, avec du sang et de la fumée, et vous remarquez le contraste brutal, dans cette cérémonie, tout était intentionnel et cérémoniel. Ici, l'infestation se produit sans autre but que la survie des insectes. Saisirons confort. Au loin, le coassement des grenouilles se mêle au bruissement des ailes. Certains amphibiens sont connus pour aider à contrôler les populations de moustiques, mais vous n'êtes pas dans le marais idéal pour cela et peu de gens dans le village avaient la patience d'élever des grenouilles dans des pots en argile. Curiosité supplémentaire, des inscriptions sur des céramiques indiquent, dans les temples, des flaques d'eau peu profonde étaient conservées pour attirer les grenouilles comme protection symbolique contre les mauvais esprits et les fléaux. Vous cherchez à tâtons le sac de couchage épais, espérant vous couvrir complètement. Pourtant, les coléoptères persistent à s'installer dans le tissu, désireux de ronger les vieilles miettes. Vous essayez de secouer chaque bouchée, mais à chaque secousse, le sac de paille grince en signe de plainte. Le corps étant déjà à moitié endormi, les démangeaisons s'intensifient. Vos muscles, endoloris par la journée, réclament du repos, mais l'infestation nocturne semble engagée dans une tâche militaire de longue torture. Vous murmurez une blague, si c'est un entraînement de survie, je suis prêt pour la publicité. Loin des torchers et du murmure des colonnes, le silence n'est fait que par les voix intermittentes des gardes en patrouille. À chaque fois que leur pas résonne, les insectes reculent puis reviennent, comme un souffle à l'unisson du sol. Vous imaginez vous cacher dans la chambre, pleine de couloirs secrets et d'armes là, au moins, vous pourriez tenter une attaque préventive à l'opium. L'horloge biologique crie que l'aube est proche, mais la nature semble l'ignorer. Le bruit des murs d'adode humide semble chanter doucement votre insomnie. Le fort vent du matin n'est pas encore arrivé pour chasser cette légion de mouches et de punaises de lit. Vous tendez le bras et sentez un petit groupe de drillons qui se sont nichés près de votre coude. La vibration de leur faim vous fait rire à nouveau, regardez comme c'est bon de partager le festin de la nuit. Tenez la poignée de grillons dans la paume de votre main et soufflez pour les renvoyer dans le sac de paille. Au plus fort de l'inconfort, vous fermez les yeux, essayant de bloquer toute sensation. Imaginez-vous bercé par une mélodie ASMR dramatique, composée de potes,
de grattements et de bourdonnements ou une bande-son digne d'un cauchemar auditif. La nuit semble durer une éternité, mais à un moment donné, votre corps abandonne. Vous vous endormez dans un sommeil agité, vous vous réveillez seulement pour vous débarrasser d'un autre SM insistant. Finalement, un souffle de brise traverse le tissu, apportant un soulagement salutaire. Des volites de nuages passent sur le croissant de lune, et vous respirez la fraîcheur qui s'échappe à travers la toile. Dans le silence, on se rend compte que peu d'aspects du confort moderne peuvent égaler un simple vent nocturne. Une dernière blague sèche avant de dormir profondément. Si je survis à cette nuit, je promets de ne plus jamais me plaindre du bruit de la climatisation. Vous regardez les ruines de ce qui reste d'un abri de fortune, sachant que chaque pas que vous avez fait jusqu'à présent a été un test d'endurance extrême. Le soleil se pose déjà à l'horizon, tâtant les roches calcaires d'un orange doux, mais son corps fait encore écho aux épreuves du passé, la chaleur intense et la crème solaire à base de crottes de crocodile, la soif perfide et la vessie qui n'a pas réussi à filtrer les microbes. Les historiens nous disent qu'à l'apogée du Nouvel Empire, les travailleurs bénéficiaient de parts de bière comme salaire supplémentaire pour les journées épuisantes sous le soleil brûlant de 40 degrés. Vous souriez légèrement en vous souvenant de cette bière légère qui aujourd'hui semble être le plus précieux des élixirs. L'Alizé apporte un soulagement subtil, mais il n'efface pas le souvenir des privations qui l'ont bercé jusqu'à son sommeil ou le sifflement des cafards, les piqûres voraces des moustiques, le martèlement incessant de la poussière de bronze dans ses poumons. Cette fraîcheur rappelle une douche climatisée moderne, un luxe que vous n'auriez jamais imaginé apprécier autant. Fait amusant, des études récentes en archéologie suggèrent que les Égyptiens citadins souffraient jusqu'à 20% de plus de problèmes respiratoires chez les habitants des villages ruraux, en raison de la concentration de forges et de céramique dans la capitale. En levant les yeux, les pyramides semblent désormais être des monuments non seulement de pierre, mais de notre propre arrogance confortable. Vous vous souvenez du poids du bloc que vous avez traîné, du fouet qui s'est refermé sur votre dos, une punition rituelle qui a montré le pouvoir absolu d'un système autoritaire. Les historiens débattent encore pour savoir si ce châtiment corporel était davantage disciplinaire ou symbolique, une manière d'instiller la peur et l'ordre dans une société qui valorisait la hiérarchie par-dessus tout. La cicatrice imaginaire sur votre corps nous rappelle que sans la justice moderne et les droits de l'homme, notre dignité serait un luxe rare comme l'or de Diblo. Votre estomac garbouille au souvenir du pas de blé rassis, chaque miette étant un bloc d'énergie qui devait surmonter votre mâchoire pour nourrir vos cellules. Vous imaginez un croissant doré et souriez ironiquement, si le pas dur était l'armure alimentaire qui soutenait les travailleurs, aujourd'hui nous nous réfugions dans les boulangeries chaleureuses pour satisfaire des désirs délicats. Une blague personnelle s'échappe, si des croissants étaient découverts dans la vallée des rois, je parie qu'ils seraient conservés dans des tombeaux comme offrande pour l'au-delà. Tandis que le soleil teinte les colonnes d'un or doux, on se souvient des rituels macabres, le sang mêlé à la myrrhe, la découpe de l'agneau, le chant qui résonnait comme le tonnerre, une forme primitive de spectacle religieux. La sensation était comme participer à un théâtre d'horreur ASMR, où chaque soupir, chaque craquement d'os et chaque écho de hiéroglyphe faisait vibrer le corps. Curiosité marginale, certains temples fouillés à Luxor possédaient des chambres de résonance conçues pour amplifier les voix, créant un effet sonore qui ressemblerait au système sonore sous-marin moderne. Vous sentez la fine poussière du désert se déposer dans vos yeux, vous rappelant le maquillage plombé qui évoquait le glamour et l'empoisonnement lent. À chaque clignement des yeux, le souvenir du cool surgit, beauté mortelle et protection antibactérienne, double mode de survie égyptien. Les historiens ne s'accordent toujours pas sur la question de savoir si l'utilisation prolongée de pigments de plomb a apporté des avantages supplémentaires à la santé oculaire ou si le goût pour la mode a incité les prêtres à ignorer la douleur et migraine. Maintenant, debout sur le sable frais du soir, vous contemplez le hiéroglyphe du futur que vous dessinez dans votre imagination, un X qui marque les épreuves surmontées et les leçons apprises. Souvenez-vous de la tisane à la camomille qui chassait les vers, des poisons du palais, des intrigues rédigées sur des parchemins scellés. Tout cela s'entremêle comme une tapisserie de défis qui mettent en évidence la valeur du confort des autres. Une blague légère surgit, après avoir essayé de survivre sans l'insectifuge, dentifrice et Netflix, je dois être le survivaliste le mieux entraîné. Chaque pas fait désormais écho à moi le fatigué à plus de gratitude. Vous savez qu'affronter des rivières sans décantation, des forges sans masque, des nuits sans ventilateur et des corps sans quarantaine a créé un atlas de souffrance. Les historiens contemporains étudient comment ces conditions ont façonné la résilience égyptienne et se demandent dans quelle mesure un bain quotidien dans le Nil équivalait à une thérapie. Moderne, le débat académique reste ouvert, mais son âme sait que la solution était bien plus difficile qu'une simple douche froide. Alors que la lune se lève, baignant les pyramides d'argent, vous sentez le poids de l'expérience se dissoudre doucement. Chaque souvenir amer devient un conseil silencieux, appréciez le luxe simple de l'eau courante, le silence d'une pièce fraîche et le confort d'un lit propre. Vous souriez affectueusement et lancez une autre blague sincère, si j'avais voulu une retraite de développement personnel, je me serais inscrit dans un spa du XXIe siècle,
sans personnel momifié ni jonglerie avec des crocodiles. Vous prenez une profonde inspiration, sentant la fraîcheur de la nuit emporter des traces de poussière et de sueur. La vue finale des pyramides se fond dans la douce brise, comme un écran se fondant dans un rêve. Ici, à la frontière entre le passé et le présent, vous comprenez la leçon la plus pure, le vrai luxe ne réside pas dans la richesse ou le faste, mais dans l'absence de difficultés inutiles. Cette nuit, vous avez enduré des millénaires dépravés, même à la veille du repos, vous portez avec vous l'écho des défis qui ont façonné les civilisations. Maintenant, sentez les mots ralentir, comme une rivière avant de se filtrer dans des eaux calmes. Se réveiller sans la chaleur torride, le chant des insectes ou le poids d'un bloc de calcaire serait un miracle digne d'être célébré. Imaginez chaque bouffée d'air frais comme un chant de gratitude, chaque goutte d'eau glacée comme un baume qui apaise votre corps et votre esprit fatigué. Laissez l'adoucissement des souvenirs adoucir les bords de la vieille nuit, permettant à de nouvelles images d'émerger, le plafond doux de votre chambre, les rideaux dansant dans la brise, le doux parfum des draps propres. Prenez une grande inspiration et laissez-vous aller à la détente. Sentez vos muscles se détendre, votre rythme cardiaque se synchroniser avec un rythme plus doux, loin du frisson des torchers et des murmures des temples. Votre corps ne porte plus les marques intangibles du passé, mais seulement le confort présent, l'étreinte accueillante du présent. Laissez l'obscurité qui vous entoure être un manteau protecteur, doux comme des plumes de papyrus, enveloppant chaque pensée parasite. Laissez flotter la certitude que, demain, le monde moderne vous accueillera avec bienveillance, une eau traitée, de l'ombre au bon moment et la liberté de choisir où vous reposer. Et, avant que le sommeil ne vous prenne, laissez échapper un soupir serein, comme si vous disiez au revoir à un ami cher. Que cette face soit le portail vers des rêves paisibles, où seule la gentillesse vous trouve. Fin du script. Faites de beaux rêves.